J'ai pas de doigt, c'est génial. En fait, je voulais profiter du lever du soleil pour faire mon retour d'expérience sur la création de mon patron. Sauf qu'en fait, j'ai carrément sous-estimé les horaires des 6 heures. C'est déjà totalement éclairé. C'est dommage, ça aurait fait un super effet. Au fur et à mesure que je partage mes connaissances, elles s'éclairent, elles rentrent dans la lumière. Ouais, mais ça, j'en fais trop. Bah tant pis, hein. On fera sans le lever du soleil. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet en fait. Le vrai sujet, c'est mon retour d'expérience suite à la création du patron. Pour rappel, j'ai démarré ce projet en novembre 2021. Aujourd'hui, on est en août 2022, soit 9 mois. J'ai donc pratiquement accouché de mon patron. Ça fait bizarre dit comme ça, non? J'ai accouché d'un patron de couture, on va dire. C'est curieux comme tourne de phrase. En fait, si j'ai créé le patron, c'était initialement pour pouvoir tester le vidéoprojecteur. Et je m'étais dit, bah, maintenant que j'ai créé un patron pour le vidéoprojecteur, pourquoi ne pas le publier? Et dans ma petite tête, je m'étais dit, en 1 mois, ce serait bouclé. Ouais, en 1 mois. Sachant qu'à côté, moi, je travaille, c'est-à-dire que je fais pas ça en temps plein. Je fais ça sur mon temps libre, qui est en général le week-end. Donc, si on calcule, ça veut dire que j'ai 4 week-ends sur 1 mois, 2 jours, donc 2 fois 4, 8 jours. Donc j'avais estimé qu'en 8 jours, j'allais pondre mon patron, il serait prêt à être publié directement sur une plateforme. Retenez bien les 8 jours, vous allez voir à la fin, ça va être intéressant la comparaison. Le long quoi. C'est pas une bonne idée de manger en même temps de parler. En plus c'est pas poli, ma mère va se transformer en putois de l'enfer en me voyant faire, en me disant comment je t'ai éduquée. On se retrouve après le repas. À l'extérieur et avec un petit ravalement de façade histoire que ce soit un peu plus présentable. Ce sera plus sympa aussi de pouvoir faire ce petit podcast en extérieur. Donc ce que je vous expliquais juste avant, c'est que un patron de couture, ça requiert quand même beaucoup de compétences. Déjà, il faut savoir qu'il faut être modéliste. Donc, il faut savoir en fait répercuter une idée qu'on a en tête en 3D ou en 2D. Il faut également des compétences de dessinateur, projecteur. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, donc que ce soit sur papier ou sur moulage, il va falloir le digitaliser un moment. Et là, par contre, il faut être très rigoureux dans la façon dont vous reportez les tracés au millimètre près. Car 1 millimètre d'un côté, puis d'un autre, à la fin, vous vous retrouvez peut-être avec un modèle qui est plus petit de 1 cm en termes de tour de poitrine, tour de taille, etc. Il faut également des compétences de gradeur. Que vous avez construit un modèle sur probablement votre taille, maintenant il faut pouvoir le proposer à d'autres personnes qui n'ont pas du tout votre morphologie, donc il faut pouvoir grader sur plusieurs tailles. Des compétences de couturier. Une fois que vous avez votre patron, il va falloir maintenant le créer en réel, également pour vos mannequins, modèle vivant, où vous allez tester justement vos différentes gradations. Ça requiert des compétences aussi bien en couture, mais également en ajustement du patron. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut que ce modèle tombe correctement sur votre mannequin, surtout si celles-ci vont faire les photos après. Et justement, en parlant de photos, il vous faudra des compétences de photographe. Et surtout en avoir un appareil. Et ensuite, vous avez besoin de compétences en tant que formateur. Je dirais plutôt pédagogue. Parce qu'en fait, un patron c'est bien, mais il ne suffit pas à lui-même, il vous faudra des instructions. Une fois que vous avez vos instructions, va falloir les mettre en page. Je vous le dis tout de suite, vous ne pourrez pas vous contenter d'un Word. Il faut vendre du rêve. Et enfin, il vous faudra des compétences de communicant, marketeur et community manager. Parce que c'est bien beau d'avoir créé votre patron, mais il va falloir sortir de la masse si vous voulez vendre ce patron. Et vous ne pourrez pas vous permettre de faire l'impasse sur une seule de ces compétences en réalité. Parce qu'elles se complètent. Si vous décidez de faire l'impasse sur l'une d'entre elles, potentiellement ça peut impacter le reste de vos étapes et ça peut faire très rapidement boule de neige. Je m'explique. J'ai un exemple assez concret vu que c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'était que j'étais en train de travailler sur les instructions. Je les avais créées initialement en avril. Il y avait une partie où je parlais où il fallait aligner des pièces ensemble au niveau des encoches. Et je positionnais ces instructions dans ma maquette. Je réalise qu'en fait, je n'avais plus les encoches sur mon patron que je venais de digitaliser quelques jours plus tôt. Il y avait eu des évolutions sur le patron au niveau du design. Et à un moment, pour une raison qui m'échappe, je me suis dit, allez, j'ai pas vraiment besoin de ces encoches, je vais les faire sauter. Sauf que maintenant, je me retrouve avec des instructions qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on peut retrouver sur le patron. Ce qui peut poser un problème pour vos utilisatrices quand elles vont devoir monter les pièces. Et c'est bien là ce que je vous parlais, l'aspect pédagogie, l'aspect précision, tout ça, ça va de pair. Alors qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui à l'aune de toutes les informations que j'ai pu cumuler? Le patron. Alors,
j'ai quand même pas mal tâtonné et j'ai multiplié le nombre de toiles pour pouvoir trouver le bon design. Par contre, c'est vraiment essentiel en fait. On ne peut pas s'en passer si vous voulez avoir le bon design avec le bon drapé comme vous l'envisagez. C'est comme un brouillon. Un peintre, il ne peint pas directement, il va faire beaucoup d'esquisses, de travail au préalable pour arriver à son chef-d'œuvre final. Quand vous créez un vêtement, c'est pareil. Vous devez multiplier les toiles pour arriver au bon design. Alors le problème, quand vous multipliez comme ça les toiles à retravailler sur des petits détails, vous finissez par perdre la motivation. C'est ce qui m'est arrivé en décembre, c'est pour ça que pendant un mois, je ne pouvais plus supporter de travailler sur ce projet. Et en fait, mon erreur, ça a été justement de ne pas diversifier mes projets pour pouvoir justement me libérer l'esprit quand je commençais justement à arriver à mon point de rupture. Donc ça, c'est un point que j'ai appris très rapidement. Depuis, je fais attention à toujours avoir plusieurs projets pour justement faire un peu un reset de l'état mental. Bon, parlons de gradation maintenant. Comme vous avez pu le voir, ça a été un vrai sujet pour moi vu que je découvrais tout en live. Donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la gradation, il faut être très précis. Ça se base essentiellement sur les mathématiques, la géométrie. Et si vous vous trompez de quelques millimètres, ça peut fausser tous vos calculs et du coup vous vous retrouvez avec une taille qui ne s'adaptera pas du tout. Et ouais, on est retourné sur le lieu du photoshooting. Alors je voulais compléter un point sur la gradation, c'est que autant sur le moment j'ai dû faire un peu manuellement, c'est-à-dire que je me suis basée sur des ouvrages avec les règles et j'ai donc réadapté sur Illustrator vu que c'est sur ce logiciel-là que j'ai démarré mes patrons, la digitalisation des patrons. Mais entre-temps j'ai découvert donc le fameux logiciel Valentina qui lui a l'avantage en fait de faire toutes les mesures pour moi. Donc en fait vous démarrez en créant un patron de base à votre taille, donc dans mon cas c'était taille 42. Et ensuite, vous retravaillez votre design et comme vous avez un tableau de mesure qui incrémente en fait par taille, donc c'est-à-dire pour moi je passe de 42 puis j'indique le nombre de centimètres qu'il faut rajouter autour de taille, tout de hanche, etc. pour passer à la taille 44 et ainsi de suite. Donc c'est pratique. Avec Valentina, je crée mon design, la gradation se fait tout seul. Ce qui me sauve énormément parce que je vous avoue, la gradation, c'est pas évident à mettre en place. Donc attention, Valentina ne règle pas tout. C'est-à-dire que vous devez savoir créer un patron dans les règles de l'arbre de la 2D, donc patronnage à plat. Vous pouvez pas faire du moulage avec ce système-là. Donc ça veut dire que si vous maîtrisez pas cette option-là, la gradation, vous ne pourrez pas la faire. Vous êtes donc obligé d'apprendre le patronnage à plat au minimum pour pouvoir ensuite avoir les gradations automatiques. Aujourd'hui, en fait, je travaille encore avec Illustrator pour toutes les pièces de design que je dois faire évoluer, notamment sur le plan de travail, parce que j'arrive pas encore à le faire avec Valentina. Comme chaque point est tributaire d'un précédent, c'est très compliqué de déplacer une pièce pour la réajuster par rapport à une autre. Je crée mon design de base dans Valentina. Une fois que je suis satisfaite, je le grade, puis je l'exporte chaque taille dans Illustrator. Et c'est au sein d'Illustrator que je vais faire mes travaux de design plus précis. Par exemple, pour l'empiècement épaule, j'ai fait tout dans Illustrator. Ah, puis j'ai oublié de vous préciser un point qui est quand même très important. Valentina est gratuit. Et je vous assure, c'est vraiment un plus important quand on voit toutes les autres dépenses que j'ai à côté pour générer mes patrons. Les prochains essayages, il va de soi que j'en ferai pas autant. Parce qu'il faut, pour rappel, initialement, je le faisais aussi pour valider ma gradation qui était manuelle avant d'avoir Valentina. Donc les fois suivantes, je ferai que 2 modèles. Un qui sera à ma taille, donc au moins les essayages c'est plus simple vu que je suis déjà présente. Et une deuxième taille qui sera d'une morphologie différente de la mienne pour justement avoir 2 points de vue diversifiés. Par contre, je continue toujours à faire des essayages pour ajuster donc, les échantillons sur mes modèles parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont servir pour faire les photos. Et un échantillon qui est mal ajusté sur la photo, c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas l'exploiter. Un exemple tout simple, c'est ce qui m'est arrivé avec mon propre échantillon. Vous vous rappelez, je portais le modèle bleu qui était une taille en dessous de la mienne. C'était extensible donc j'avais pu quand même l'enfiler, mais ça ne m'allait pas. Et à un moment, j'ai eu besoin justement d'illustrer dans le livret les manches. Il n'y avait que la version bleue qui était en 3/4. On voyait sur la photo effectivement que la manche a été trop étirée, qu'il y avait un pli sous l'aisselle, qu'au niveau de la poitrine, il n'y avait plus les effets pliants parce que c'était mal réglé. Et donc de fait, la photo n'était pas exploitable. Donc c'est vraiment important de bien faire les ajustements sur vos échantillons pour vos mannequins pour qu'au moment de la photo, ça soit vendeur et que vous puissiez exploiter. Justement, en parlant de photos, parlons de la séance en elle-même. Alors vous avez pu le voir, j'avais pris la moitié de la séance à prendre les photos. Puis sur la deuxième partie, comme j'étais également modèle, j'ai dû passer de l'autre côté de la caméra. Et je me suis très vite aperçue que finalement n'importe qui pouvait prendre en main très facilement l'appareil parce que justement il était adapté pour permettre de prendre de belles photos assez facilement avec le mode automatique et le mode rafale. Et ce que j'en tire aujourd'hui, c'est que finalement j'ai peut-être plus intérêt à être dans le rôle de l'assistante photographe et pas photographe moi-même. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte,
problème, c'est que quand j'étais derrière la caméra, j'avais un point de vue qui était trop étriqué et je me rendais pas compte de certains détails qui n'étaient pas bons. C'est-à-dire qu'à la post-production, il y a plein de photos qui ont été passées à la poubelle parce que finalement il y avait un petit détail qui me gênait, une main placée au mauvais endroit, un sourire trop crispé, un faux pli, bref, des choses que j'aurais vues si j'avais été plus près de mes modèles. Donc c'est pour ça que je vous explique qu'il vaut mieux passer dans le rôle de l'assistante, comme ça vous démarrez en prenant une photo avec le bon cadrage tel que vous l'imaginez, comme ça vous montrez à votre photographe ce que vous attendez. Elle après elle peut se réadapter sur cet exemple là, et après vous vous rapprochez de vos modèles pour vérifier qu'elles ont la bonne pose, que le vêtement tombe bien, parce que pour rappel, c'est vous qui savez quelle exploitation vous allez faire de la photo en question. Vous savez donc quel détail est important. Si vous voulez prendre la photo d'une manche et vous savez que c'est la tête de manche qui vous intéresse et pas forcément le poignet, vous allez donc vérifier que tout tombe bien, que le pli est correct, etc. Et ça, vous allez pouvoir le voir que si vous êtes près de vos modèles et pas derrière la caméra avec le point de vue étriqué que vous avez. Ah, et puis essentiel, il va falloir lâcher prise. Il faut faire confiance aux autres personnes qui vont prendre les photos avec vous, à vos mannequins. Vous n'aurez pas exactement le rendu que vous aviez en tête initialement. Et ça, il faut vraiment lâcher prise, sinon vous aurez une séance photo gâchée, vous serez insatisfait, votre entourage sera stressé parce que vous n'allez pas arrêter de leur mettre la pression. Donc il faut y aller en mode détendu. C'est un moment où vous devez vous amuser et donc vous devez lâcher prise. Ce que vous avez en tête, c'est une chose, ce que vous aurez, ce sera autre chose. Mais ce sera toujours bien, ce sera un autre regard. Parlons maintenant des livrets d'instructions, et notamment la création des instructions. Mais peut-être pas ici, c'est un peu bruyant en fait. Vous avez connu au moins? C'était notre spot avec Estelle, une des meilleures photos prises ici. Alors, retournons dans le parc qui m'avait servi de repérage. On n'a pris aucune photo finalement là-bas, mais c'est un bel endroit. Je l'aime bien en tout cas moi. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus calme et beaucoup plus sympa que l'autre spot qui était très bruyant. Donc au niveau du livret d'instructions, je l'avais créé depuis avril, donc forcément entre le moment où j'ai créé les instructions et j'ai dû les mettre en page, c'est passé pas mal de temps. J'avais oublié à peu près chacune des instructions, donc ça a été un peu une redécouverte pour moi la semaine dernière. Donc au niveau de votre instruction, il va falloir être clair et précis. C'est-à-dire que s'il y a la moindre des étapes qui n'est pas claire, vous allez vous retrouver en fait avec des utilisatrices qui vont être perdues, qui ne sauront pas comment mettre en œuvre le patron, et surtout vous allez vous retrouver avec beaucoup de SAV, ce que vous voulez absolument éviter. On fait quand même pas mal d'allers-retours entre le moment où on fait les instructions, les évolutions du design, le patron, la digitalisation, les essayages aussi, ça a beaucoup de joué. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand vous faites la moindre modification de le prendre en note pour pouvoir justement revenir dessus et vous rappeler quelles modifications vous avez faites pour pouvoir les impacter sur les autres contenus. Je commence à être essoufflée là, on va peut-être se poser un endroit. Donc déjà en termes de temps, c'est un projet qui a duré comme vous l'avez vu 9 mois. Pourquoi ça dure 9 mois? C'est que je ne le fais pas en temps plein vu que j'ai un travail à côté. Donc quand je travaille sur le projet, c'est essentiellement sur mon temps libre, en général week-end et un peu le matin. Donc si on fait un petit bilan, je serais plutôt autour de 34 jours travaillés. 34 jours temps complet travaillé, donc si on l'étale sur les jours ouvrés, ça ferait 1 mois et demi de temps complet. Et en fait c'est assez courant quand on compare à ce que j'ai pu voir sur les autres patronnières dans leur podcast. Il y en avait une notamment qui nous disait qu'elle faisait des campagnes de 4 à 5 vêtements par saison et ça lui prenait 6 mois pour faire tout. Donc finalement on s'y retrouve bien dans à peu près 1 mois et demi par vêtement. Alors ce qui ressort, donc ce que je vous avais dit tout à l'heure également, c'est des projets qui durent longtemps, qui sont étalés dans le temps, qui sont assez complexes. Parfois il y a des choses qu'on n'arrive pas à avancer, on bute sur des difficultés. Et c'est vrai que avec le recul, ce que je vois, c'est qu'il faut énormément diversifier ses projets. C'est-à-dire quand on bloque sur un sujet, il ne faut pas hésiter à aller basculer sur un autre projet pour faire un peu plus de couture, du modélisme, etc. Ça redonne le moral, ça peut aider aussi parfois à débloquer la situation, à avoir un regard neuf quand on revient dessus. Donc ce qui sort en fait en termes de bilan humain et de temps, c'est qu'il faut prévoir en fait plus large en ce qui me concerne. C'est d'autant plus vrai si on n'a pas de réel deadline, c'est-à-dire que j'ai pas de patron, j'ai pas d'obligation à une date particulière et on peut vite se retrouver à être démotivé, puis avoir envie de retourner. Donc c'est vraiment le point sur lequel où je serais vigilante, je me laisserai plus de temps, mais en même temps en me fixant des deadlines sur certaines étapes pour vraiment m'assurer que j'avance au bon rythme. Donc quel meilleur endroit que se retrouver sur Montmartre pour vous parler justement de ce bilan financier, vu que juste derrière moi nous avons le marché Saint-Pierre. Alors au niveau du bilan financier concernant le patron lui-même,
il n'est pas excessif. C'est-à-dire que j'ai essentiellement dépensé pour les toiles et les tissus des échantillons. Il y en a pour environ 45 et 60 €. Et donc ça inclut à la fois les tissus et tout le matériel. Donc c'est pas énorme, ça aurait dû être beaucoup plus parce que pour Apple, initialement, je voulais faire appel à un photographe pour faire le photoshooting. Donc ça reste quand même relativement restreint. Par contre, si on a un regard un peu plus global, on se rend compte qu'il faut quand même un investissement de départ en termes de matériel. Au niveau logiciel, vous allez avoir besoin d'un panel assez large parce que, comme vous avez pu le voir, il y a plein d'activités qui nécessitent à chaque fois des applications diverses et variées. Moi, je m'appuie essentiellement sur la suite Creative Cloud d'Adobe parce que c'est un package où vous avez beaucoup d'applications qui vous permettent de faire à la fois avec Illustrator les patrons, avec Premiere Pro toute la partie vidéo, édition de vidéo, sans compter d'autres choses annexes pour tout ce qui est la partie design. Alors on pourrait penser que la partie vidéo, elle est accessoire, elle ne concerne pas forcément les patrons, mais détrompez-vous, vous allez avoir beaucoup besoin de la vidéo pour tout ce qui est tutoriel. On le voit bien dans les retours des utilisatrices, elles ont à la fois besoin de la partie écrite pour faire le suivi des instructions, mais quand elles ont des parties où elles ont des difficultés à comprendre, elles s'appuient en général sur les vidéos pour justement dépasser ces étapes-là. Donc ne la négligez pas, vous allez forcément devoir utiliser la vidéo lorsque vous allez créer un patron de couture. Au-delà de la suite Adobe, vous allez avoir également d'autres applications pour toute la partie communication. Je pense notamment à Canva, Envato et Epidemic Sound. L'air de rien, si vous cumulez toutes ces petites applications que je viens de vous citer, il y en a quand même déjà pour une trentaine d'euros. Donc si vous cumulez ça avec la suite Creative Cloud d'Adobe, vous en avez autour de 90 €, 80 € par mois. Encore heureux, la partie Valentina, qui est donc ce fameux logiciel dont je vous parlais pour faire les patrons, elle est gratuite et on est bien content parce que je trouve que j'ai déjà suffisamment à dépenser. Donc là, c'était juste pour vous parler des logiciels. Il y a aussi la partie matériel. Je passerai outre toute la partie sur la machine à coudre, les surjeteuses, etc. Non, je pense plutôt à tout ce qui va être ordinateur. Parce que vous allez numériser votre patron, ça veut dire que vous devez vous appuyer sur des outils qui vous permettent de le faire. Il faut un ordinateur déjà adapté à ce type de pratique. Ne serait-ce que pour gérer les vidéos et tout ça, vous allez avoir besoin d'un ordinateur qui va pouvoir gérer une bonne mémoire vive. À côté de ça, vous allez avoir besoin également de la mémoire pour stocker tous vos rushs. La vidéo, ça prend énormément de place. Ça reste quand même un budget à prendre en compte en fait. Et enfin, je finirai sur le fait qu'il vous faut un bon appareil photo qui fait de la vidéo, parce que forcément, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil de votre téléphone comme je le faisais au début. Vous avez pu voir très rapidement, j'ai eu des contraintes, ça surchauffait, j'avais pas suffisamment de mémoire, etc. Bref, il faut investir également dans l'appareil qui va faire de la vidéo, mais également vos photos. Rappelez-vous, vous allez faire votre photoshooting, donc ça a du sens de pouvoir investir dans ce type d'appareil assez rapidement. Donc au regard de tous ces investissements qui sont matériels ou logiciels, qui en plus, comme vous pouvez le voir, pour le logiciel c'est du mensuel, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je cherche à revendre mes patrons de couture. Il faut bien à un moment renflouer la caisse. Je me suis déplacée, je commence à avoir un peu chaud de l'autre côté. Donc ça a été un peu long au niveau du processus, mais ça s'explique parce que j'ai dû tout apprendre sur le tas. J'ai bon espoir que les fois suivantes, ça se passera un peu plus rapidement. Alors, comme on a pu le voir, il y a quand même tellement de choses à maîtriser et qu'en plus, ça s'étale dans le temps quoi qu'il arrive. Ce que je vais faire cet été, c'est que je vais prendre le temps de mettre sur papier chacune des étapes, toutes les parties de paramétrage, etc. Tout ça, je vais me le prendre en note pour qu'au moment où j'en aurai à nouveau besoin, il me suffira de sortir ces notes et de réappliquer, ce qui me fera gagner du temps. Alors ça ne veut pas dire que j'ai tout appris, loin de là. Je vais encore apprendre pas mal de choses à venir avec mes prochains patrons, mais j'ai bon espoir qu'avec ce que j'ai appris déjà aujourd'hui, je vais pouvoir quand même réduire le temps de travail. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Ça va être les étapes de l'invente. J'arrête pas de vous en parler depuis un moment, il serait temps qu'on y arrive. Comment ça va se passer? Initialement, je devais mettre en place le patron sur la marketplace Wissou, mais j'ai changé d'avis. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous mettez sur Wissou, c'est forcément une vente avec un prix fixe. Moi, aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous le mettre à disposition gratuitement, mais sur une période de temps limitée. Donc pour faire ça, en fait, je suis obligée de créer mon propre site internet pour que justement je puisse mettre en place un système par vente au chapeau. Qu'est-ce que c'est la vente au chapeau? C'est tout simplement qu'on va vous proposer le prix auquel normalement devrait être vendu le patron. Je pense que ce sera quelque chose autour de 9 ou 10 €. Mais c'est qu'une recommandation. Vous n'êtes pas obligé de payer ce montant-là. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez si vous voulez participer, ou vous pouvez mettre 0 si vous voulez le récupérer gratuitement. Alors attention, c'est gratuit, mais vous savez ce qu'on dit, rien n'est gratuit. Si on vous propose quelque chose de gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Et je n'échappe pas à la règle en fait. Pourquoi je vous le mets gratuitement à disposition? C'est dans l'espoir que vous puissiez le tester pour moi et puissiez me faire votre retour, me dire si ça s'est bien passé, s'il y a des choses à améliorer, etc. Donc le patron, il va être à disposition gratuitement jusqu'à la fin du mois de septembre. Après septembre, le montant de 9 ou 10 € sera fixe et sera le même pour tout le monde. Donc si vous êtes intéressé pour l'avoir gratuit,
Il vous suffit donc d'aller sur le site. Je vous mets le site en lien dans la barre de description. Il faudra renseigner votre adresse mail pour que vous puissiez recevoir dans votre boîte mail le lien pour le télécharger. Au moment de choisir le montant, vous mettez à 0 si vous voulez l'avoir gratuitement ou si vous voulez participer, vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez. Vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien et il faudra cliquer sur le lien dans les 24 heures parce que c'est un lien qui expire au bout de 24 heures. Si vous voulez me faire des retours, mon adresse mail qui s'affiche ici. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos photos via les réseaux sociaux avec le hashtag la blouse Chloé qui s'affiche ici. Donc, vous pouvez partager sur Instagram, sur Facebook. Donc j'espère que cette série vous a plu et que vous avez appris autant que moi. Maintenant, je pense avoir fait le tour. C'est à vous de jouer.